Donc, à suivre donc, la présentation de Lola, qui est actuellement en Master 2 Dynamique des interactions hôtes parasites environnement à l'Université de Montpellier et qui est en fin de stage là, sous la direction de Élodie Chapuis et qui a réalisé son stage sur les interactions entre un mollusque d'eau douce et Fasciola hepatica. Donc, vas-y Lola, je te laisse la parole. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter cette étude qui portait sur une espèce de limnée introduite en Europe et Fasciola hepatica, en vue de qualifier le rôle des espèces invasives dans la transmission parasitaire. Donc pour poser notre contexte, il faut savoir que les invasions biologiques, elles décrivent l'introduction d'une espèce dans une aire où elle n'est naturellement pas présente. Donc cette introduction va faire à poursuite un établissement. Donc on va avoir une dispersion des individus dans l'environnement et l'installation de plusieurs populations autosuffisantes dans le nouvel écosystème. Donc ces introductions, elles ne sont pas sans risque, notamment au niveau épidémiologique. En tant qu'elles peuvent participer à la transmission de parasites, soit directement en introduisant un hôte ou un parasite dans l'environnement. Au niveau de Fasciola hepatica, c'est un parasite trématode, un ver plat, qui va être responsable de la fasciolose. Donc la fasciolose va être une maladie qui est encore largement distribuée, notamment en Europe, avec une prévalence qui va pouvoir parfois être élevée dans certaines zones. Donc c'est un parasite hermaphrodite qui va réaliser une reproduction auto ou allofécondation, notamment en fonction de son avancée dans le cycle de vie. Donc, pour le reprendre rapidement, l'hôte définitif est un mammifère vertébré principalement et les hôtes intermédiaires sont donc des mollusques d'eau douce, principalement de type limné. Donc, les œufs du parasite vont être relargués dans l'environnement par les fesses de l'hôte définitif. Ok. Une série de développements va avoir lieu pour obtenir des stades infestants qui vont s'enquister sur de la végétation et qui seront de nouveau consommés par l'hôte définitif. Et donc, l'homme peut être un hôte généralement accidentel du parasite. Donc, les espèces de limnées, sont des gastéropodes pulmonés qui sont également hermaphrodites et qui vont présenter une grande capacité de dispersion, notamment par rapport aux caractéristiques de leur milieu, c'est-à-dire les milieux d'eau douce. On va retrouver de nombreuses connexions naturelles, mais également du commerce pour l'aquariophilie. Et donc, du coup, on va avoir une dispersion des espèces qui va être importante au niveau des différentes régions. Il faut noter que ces mollusques vont intervenir dans le cycle parasitaire de plus de 70 trématodes différents. Et donc, la distribution de ces maladies de parasites trématodes vont être corrélées à la distribution de ces populations d'hôtes intermédiaires. Du coup, pour notre étude, il a été découvert en 2017 en Espagne une espèce de mollusque qui n'avait été jusque-là pas décrite, donc Ostropopea viridis. Et on sait que sur le continent français, sur le territoire français, notamment en Corse, la prévalence des maladies infectieuses dues à des vers parasites est assez importante. Donc, par exemple, on retrouve Fasciola hepatica dans de nombreux élevages ou encore dans de nombreuses communautés sauvages. Du coup, face à ce constat de deux espèces qui vivent à proximité l'une de l'autre, on en vient à se poser des questions en termes de risque de transmission si les espèces venaient à franchir le filtre de rencontre. Donc, les objectifs de cette étude vont être d'étudier la compatibilité des deux espèces, donc d'Ostropopea viridis, l'hôte intermédiaire, et de Fasciola hepatica, d'évaluer cette interaction et de caractériser génétiquement les échantillons de parasites qui ont servi à l'infection. Donc pour les échantillons, qui ont permis de suivre et de tester la compatibilité entre mollusques et parasites étaient des mollusques qui provenaient de l'Espagne et plus particulièrement du delta de l'Èbre. Donc c'est dans cette zone qu'ont été décrits les premiers spécimens invasifs introduits de l'espèce. En parallèle, il y a aussi un échantillon de mollusques d'Australopopea viridis qui ont été récoltés en Malaisie pour des analyses complémentaires au niveau morpho-anatomique. Au niveau des douves, elles ont été récoltées en Corse dans un abattoir sur 7 vaches différentes. Sur 7 vaches différentes provenant de 6 localités différentes.
Et sur une 7e localité, on a récolté des œufs. Donc, on a récolté des échantillons d'adultes sur les 7 localités et des échantillons d'œufs sur une localité, donc Bustanico. Du coup, on se retrouve avec un pool donc d'échantillons adultes qui ont été conservés pour des analyses moléculaires et un pool d'échantillons de douves œufs qui ont été maturés pour obtenir des larves Miracidium. Ces larves Miracidium vont permettre d'infecter donc des mollusques originaires d'Espagne, en sachant 60 témoins vont être, 60 individus vont être laissés témoins et 60 individus vont être contrôles. Et chacun de ces individus vont être placés au nombre de 5 dans des boîtes pour réaliser des réplicas de 5. Donc, l'infestation expérimentale a consisté à mettre au contact un mollusque avec 5 larves Miracidium et de les laisser en contact pendant 3 heures. Donc, les infections expérimentales se sont déroulées principalement dans le milieu aquatique, donc pour ces individus, et en parallèle, il a été mis en place une infection dans un milieu dit de terre humide, c'est-à-dire qu'en prenant un sol de terre immergé dans de l'eau. Donc là, c'était pour tester une seconde voie de transmission. Une fois que les infestations ont été réalisées, donc les individus sont maintenus en élevage sous les conditions de 5 par 5 par boîte et le suivi des traits d'histoire de vie a été opéré. Donc le suivi de la survie, de la fécondité, de la charge parasitaire et de la croissance. En parallèle donc de cette partie de suivi des traits d'histoire de vie, les échantillons qui ont été récoltés en Malaisie en 2006 ont été utilisés pour réaliser des comparaisons morpho-anatomiques avec des données issues des populations du delta de l'Èbre en Espagne. Donc, on a mesuré différents paramètres permettant de caractériser le système reproducteur et la morphologie de la coquille. Et ces données ont été comparées donc, statistiquement. Ensuite, des analyses moléculaires ont été mises en place sur Fasciola hepatica, donc en vue de qualifier notamment la variation génétique qui était présente entre les populations et au sein des populations. Donc, après extraction des ADN, donc des différents adultes récoltés en Corse et des différentes rédits qui vont être récoltés durant le suivi des traits d'histoire de vie, on a mis en place donc un génotypage et différents paramètres de base de la génétique des populations ont été analysés. Donc, au niveau des résultats, la comparaison prend vraiment des données morpho-anatomiques. Donc, cette partie, elle avait pour objectif un peu de caractériser les variations phénotypiques que l'on pouvait rencontrer dans une même espèce au sein de populations différentes de mollusques. Donc, au niveau de l'anatomie, uniquement la prostate a démontré une différence significative de taille. Elle était plus grande chez les individus espagnols. Et le complexe pénien, lui, ne présentait pas de différence. Donc, le système reproducteur était homogène entre les deux populations. En parallèle, la morphologie de la coquille a permis de relever qu'il y avait une différence significative, notamment en termes de longueur de coquille, avec des individus en Espagne qui étaient généralement plus grands. Au niveau de la distribution des données, donc on peut voir que dans chacune des populations, à l'exception de l'aire de la prostate pour l'Espagne, on observe une distribution quasi normale des données, donc c'est-à-dire qu'on a une représentation qui est plus importante des phénotypes intermédiaires. Au niveau de la comparaison des traits d'histoire de vie, donc le premier paramètre qui a pu être étudié, c'est la charge parasitaire, donc qui a permis d'estimer des prévalences et des intensités parasitaires. Et donc cette charge parasitaire, enfin cette prévalence et cette intensité parasitaire, elle a été estimée 3 semaines après l'infection. Lorsque la moitié des individus qui ont été infectés, donc tous les individus en conditions de terre humide et la moitié des individus en milieu humide, ont été disséqués afin de contrôler l'infestation expérimentale notamment et ainsi calculer la prévalence et l'intensité parasitaire. Donc, dans les deux voies de contamination possibles, on avait une prévalence élevée avec sur tous les individus infestés, seulement 2 qui ne présentaient pas de stade ready à l'intérieur du mollusque. Au niveau de la croissance en longueur et en largeur, donc en évaluant le ratio de la longueur sur la largeur, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre de l'accroissement, de la croissance au cours du temps chez les individus infectés et contrôle. Il n'y a également pas de différence entre les boîtes d'une même condition, donc c'est-à-dire pas de différence entre les boîtes contrôle et entre les boîtes infestées. Donc il n'y a pas eu un impact du parasite en termes de croissance sur le mollusque.
Ensuite, pour la survie, en comparant les données de survie, donc la survie a été relevée en nombre de semaines post-naissance et après le nombre de jours de survie post-infection et le nombre d'individus mourant post-infection ont été analysés et ça a permis de relever donc qu'en moyenne les individus infectés contrôle vivaient quasi 2 fois plus que les individus témoins, que les individus infectés, pardon. Donc, on a une baisse significative de la survie chez les individus infectés. Ensuite, au niveau de la fécondité, le résultat est net. Les individus infectés n'ont pas du tout produit de ponte, alors que les individus contrôle ont commencé à pondre à partir de la 10e semaine post-naissance. Du coup, en discussion, donc au niveau des caractères morpho-anatomiques qui ont été analysés entre deux populations d'Aviridis, qui servaient d'apport complémentaire, on peut relever on a des individus en Espagne qui sont en moyenne plus grands que les individus de Malaisie et que cette observation pourrait se rapporter donc à des variations écophénotypiques qui sont dues à l'environnement et et notamment aux conditions physico-chimiques, par exemple des sols ou des apports nutritifs. Au niveau de l'impact du parasite sur son hôte, déjà, on a validé le fait qu'Australopeplia viridis permettait le développement du parasite, c'est-à-dire que les deux espèces sont compatibles et que leur rencontre en conditions de laboratoire peut aboutir à la formation de stades infestants. On a qualifié 2 voies de contamination possibles, élargissant aussi les contaminations, enfin les zones à risque sur le terrain, les zones de terre humide pouvant correspondre à des zones de pâturage, par exemple, immergées. Donc, on a des transmissions qui peuvent s'opérer en milieu aquatique, mais aussi sur les zones immergées et donc pas totalement constituées juste d'eau. Au niveau de la capacité de Aviridis face au développement du parasite, on a une valeur adaptative du parasite qui est fortement réduite, avec une réduction totale de la reproduction et une mort 2 fois plus importante. Par contre, on a une croissance qui ne semble pas être impactée. Donc, parfois, il peut être relevé que des individus peuvent diminuer et augmenter leur croissance en réponse aux parasites. Et donc là, ce fait d'absence de réponse montre bien le caractère natif de nos échantillons face à Fasciola hepatica. Au niveau des analyses génétiques, donc les analyses génétiques, elles ont porté sur la population de douves, d'œufs, de raidis issus des œufs récoltés à Bustanico, ainsi que les adultes récoltés à Bustanico, et entre les 4 localités exprimées dans le tableau, qui présentaient donc des échantillons d'individus génotypés suffisants. Donc, au final, entre la diversité intraspécifique n'est pas significative et la majorité des locus présente un FIS qui est proche de 0, avec un FIS global qui est également, pour chacune des populations, qui est également proche de 0. Donc, on a une reproduction qui est… donc, on a une reproduction qui est assurée… Enfin, on a une… Pardon, je me perds. Du coup, c'est donc le FIS permet donc de montrer donc qu'il n'y a pas d'écart à l'équilibre, significatif d'écart à l'équilibre de Andy Werbeck. Donc, on a des génotypes, une diversité génotypique qui va être variable au cours du temps et qui va être maintenue au cours du temps. Et du coup, on a un équilibre… Enfin, voilà, je me perds, pardon. Du coup, on a une reproduction croisée qui est particulièrement dominante. Ensuite, on a des FST qui sont non significatifs et on a, en corrélant distance et FST, il ne semble pas y avoir de structuration géographique des populations. Donc ça, ces résultats laissent supposer qu'il n'y a pas de corrélation entre distance géographique et différenciation entre populations et que que la différenciation des populations de douves est dépendante du flux de gènes et donc de la structuration géographique et socio-économique de la zone. En conclusion, notre étude valide la compatibilité entre les deux espèces. On a une diversité génétique et un régime de reproduction principalement pagmictique chez les douves. Et donc, nos observations amènent à être vigilants quant à l'introduction d'Aviridis sur le territoire espagnol, en tant qu'il pourrait participer à la transmission du parasite dans la région. Merci de votre attention. Merci beaucoup Lola pour cette présentation. On va passer à la partie questions-discussions.
en toute bienveillance pour Lola. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions par rapport à cette présentation? Didier, je te laisse allumer ta caméra et ton micro pour poser directement ta question. Oui, j'ai allumé ma caméra, mais je pense que je suis en contre-jour. Donc, merci pour la présentation. J'ai une question très simple. Est-ce que les populations espagnoles sont venues directement de Malaisie ou est-ce qu'il y a eu tout un circuit qui a fait que petit à petit, elles se sont adaptées à différents endroits de plus en plus proches de l'Espagne, de la Catalogne, avant d'arriver à partir de populations originaires d'Asie du Sud-Est? Alors, je ne sais pas si la population d'Espagne, elle vient spécifiquement de Malaisie, mais en tout cas, l'espèce d'Ostropleplea viridis, elle est répartie sur le continent asiatique. Et du coup, les espèces d'Espagne viennent du continent asiatique, mais après, de quelle localité exactement, je ne sais pas. Alors, il y a aussi Karen qui avait une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Super. Merci Lola pour la présentation. C'est super, tu as fait plein de choses pendant le stage. Donc, j'ai plein de questions, mais bon, je vais me limiter à un seul. Je me demandais, donc là, tu as trouvé qu'il y avait que les mollusques là en Espagne étaient plus grandes qu'en Malaisie, c'est ça? Oui. Et donc, je me demandais là, en tout cas dans la comparaison, quel type de variation on a normalement entre des populations de mollusques? Parce que là, tu avais une population, un site dans chaque pays, c'est ça? Un site dans le pays ancestral et un site dans la zone invasive. Est-ce que tu penses que c'est réellement une vraie différence entre guillemets ou est-ce que c'est une partie normale de la variation qu'on a entre habitats? C'est-à-dire, est-ce que la variation est normale entre les deux populations? Oui, donc est-ce que tu penses que ce changement de taille est vraiment quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que simplement que si on prend 10 populations en Malaisie, est-ce qu'on va trouver les mêmes types de différences? Il y a certaines populations qui sont simplement plus grandes pour des raisons X, Y. Oui, non, en fait, on observe des différences, mais on pourrait observer des différences entre populations d'une même région parce qu'on va avoir des adaptations à l'environnement local. Enfin, il faut que du coup, les échantillons qui vont être prêts auront tendance à être similaires du fait d'un environnement similaire, mais le fait de comparer deux populations assez éloignées géographiquement, du coup, on s'attend à avoir des variations phénotypiques car c'est reconnu que on a une variation morphologique de la coquille qui est dépendante des conditions du milieu. D'accord, OK. Et donc, du coup, là, tu avais montré qu'il y avait un effet délétère de l'infection. Donc, je me demandais parce que, en fait, est-ce que c'est plus important que les effets délétères qui étaient montrés dans d'autres populations? Par exemple, peut-être dans la population ancestrale de l'Hymne. Est-ce qu'on a des informations là-dessus et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour regarder, pour avoir une idée? Est-ce que cette infection est plus délétère pour les mollusques invasives ou pas? Du coup, ah oui, je me perds. Du coup, pour savoir si l'infection est plus impactante chez ceux d'Espagne, du coup, il faudrait... Voilà, en fait, je me pose la question sur la virulence relative du parasite par rapport aux populations ancestrales et les populations invasives de l'hymne. Parce que là, tu as montré dans les populations invasives qu'il y avait une baisse, il y avait une mortalité plus importante.